Et on y va. Euh, bon, c'est bon, tout le monde a du son, tout le monde est prêt, on y va, on corrige. Alors, donc là, on est parti, on va partir. Alors, je partage mon écran, ce sera peut-être mieux. Effectivement, là c'est mieux. Donc, on va partir sur le deuxième thème, d'accord, de l'année. Donc, ce thème, en fait, on va partir sur le rayonnement solaire. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'univers en général, de la constitution de la matière dans l'univers, la constitution de la matière dans le vivant, la constitution de la matière sur Terre, etc. On a parlé qu'il y avait des systèmes cristallins, des systèmes non cristallins. On a vu les cristaux, la formation des cristaux. Enfin, vous avez surtout vu ça en SVT. En physique, on a étudié comment s'arranger les atomes, etc. Et là, on va partir plutôt, de manière générale, on va parler du Soleil, en particulier du Soleil. Alors, ce qu'on va voir sur le Soleil, ça s'applique à d'autres étoiles. Par exemple, on va expliquer comment est-ce que on sait la composition du Soleil, comment est-ce qu'on sait la température du Soleil. Et pour y arriver, ben, on va utiliser des formules, etc. On va étudier des graphiques, et c'est la même chose pour toutes les étoiles de l'univers. Il va comprendre que on ne peut pas envoyer une sonde sur le Soleil, on ne peut pas envoyer une sonde sur une étoile, et le seul renseignement qu'on a, c'est la lumière qui nous parvient. Et on va voir durant ce thème-là qu'à partir de cette lumière, on peut trouver beaucoup de choses. Et on va donc commencer déjà, première chose, par essayer de comprendre quelle est la température du Soleil en surface, et on va voir comment est-ce qu'on va trouver ça. Alors, petit rappel, ici on vous donne quelques petits rappels que vous devriez savoir normalement. Alors, la puissance, etc. Donc la puissance, on reviendra dessus sur cette formule dans l'année. Donc là, la bonne formule, c'est la formule B, mais on va venir pourquoi. Parce que, en fait, vous le savez déjà, la consommation électrique, imaginons que vous avez un four qui fonctionne qui fait 1000 watts. 1000 watts, c'est la consommation du four en une seconde. D'accord? Si vous l'utilisez pendant une heure, bah, il va falloir faire 1000 fois 3600, parce qu'il y a 3600 secondes, et vous aurez la consommation du four, donc l'énergie dépensée par le four en une heure. Et vous allez avoir un nombre de joules extrêmement grand. D'accord? Ça fait 3 600 000 joules en une heure. Un four de 1000 watts. Vous vous doutez bien que cette unité-là, nous, on l'utilise en physique, le joule. Donc l'énergie, on l'utilise en physique, mais dans la vie de tous les jours, on utilise rarement le joule, on utilise plutôt le kilowattheure, que vos parents payent quand ils payent l'électricité. Mais nous, on va rester plutôt de manière générale, on va plutôt dire que, de manière générale, l'énergie, c'est ce que vous consommez, c'est la quantité d'énergie que vous avez consommée en un certain temps, d'accord? Et la puissance, c'est quelle est l'énergie que vous consommez ou vous produisez en une seconde. Alors, je vois que j'ai un message de quelqu'un, ou alors c'est un vieux message. Non, c'est un vieux message. Euh, je vérifie qu'il n'y a personne, s'il y a du monde en liste d'attente. Voilà. Charlotte, Camille. J'espère qu'elles n'attendent pas depuis 6 mois. Voilà, bon, ça c'était un petit résumé, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Là, on va parler surtout du Soleil. Le Soleil, je vous ai demandé de regarder l'activité par 75, 74, 75. Euh, on va déjà étudier de manière historiquement ce qui s'est passé. Donc, historiquement, en fait, l'histoire, elle est plutôt, on va dire, simple. Elle s'est fait de manière chronologique. Au départ, le premier à avoir eu l'idée d'essayer de déterminer la température du Soleil, c'est Stéphan. Donc Stéphan, c'était un Austro-Hongrois. À l'époque, c'était le même pays. Donc en 1879, il propose une loi qui permet de déterminer la température d'un corps en fonction de son rayonnement. Alors, je m'explique. Par exemple, vous faites un barbecue en été. Pour savoir si votre barbecue est chaud, vous regardez les braises. Inconsciemment, vous savez très bien qu'une braise qui est un petit peu rougeâtre, très légèrement, elle émet pas beaucoup de lumière, elle est rouge, c'est qu'elle est chaude, mais pas trop chaude. Et si vous les soufflez sur les braises vont être de plus en plus rouges, de plus en plus oranges, par limite blanches, si vous soufflez très fort. Et donc là, vous venez de trouver la loi de Stéphan, qui dit que plus un objet est chaud, plus le rayonnement va être important. D'accord? Alors lui, Stéphan, il a fait un truc. Non, c'est pas normal, Ambre. Il faut que tu montes le son. Je vérifie qu'il n'y a plus personne en attente, c'est bon. Alors, donc je disais la loi de Stéphan. Je sais pas si je peux pas le mettre comme ça, si je peux, je crois. Voilà.
On va faire comme ça, j'y vous. Ok, bah, je vais laisser comme ça je vois qui c'est qui sinon je rate. Alors, ah bah, je sais pas. C'est pas normal, il y a que toi qui entends pas. C'est peut-être la connexion qui déconne. Alors, donc je disais, Stéphane, lui, il détermine la température du Soleil, mais il fait ça un peu avec les outils de l'époque, etc. C'est pas très précis. Et il estime que la température de surface du Soleil est d'entre 6000 et 11000. Il faut bien que vous compreniez, c'est que le Soleil, au centre, il est bien plus chaud que ça, parce qu'il y a des réactions thermonucléaires et des fusions nucléaires. Et donc, il y a une quantité phénoménale d'énergie au centre du Soleil. Donc, la température au centre du Soleil, elle est de l'ordre de plusieurs millions de degrés parfois. Mais en surface, le Soleil il est plutôt froid. Quand il dit froid, c'est quelques milliers de degrés. D'accord? Et donc, lui, il détermine, Stéphane, en 1879, que le Soleil est entre 6000 et 11000 Celsius. Plus tard, en 1884, donc 5 ans plus tard, Boltzmann, lui, c'est un scientifique aussi qui a fait des statistiques, etc. Lui, il arrive à démontrer cette loi théoriquement. Il arrive à améliorer un peu cette loi. Et du coup, cette loi, maintenant, on l'appelle la loi de Stefan Boltzmann. Alors, il y a une histoire de sigma 4, au puissance 4, etc. C'est assez compliqué, mais finalement, la loi de Stefan Boltzmann, on l'utilise toujours. En 1881, l'anglais, donc, il arrive à faire un spectre. Donc lui, il n'a pas fait de loi, mais il arrive à tracer le spectre plus précisément. Parce qu'au début, ce que faisait Stefan, c'était pas hyper précis, mais en 1880, on arrive à faire un détecteur beaucoup plus précis et on arrive à déterminer le rayonnement qui est là. Donc on voit que plus on va faire chauffer un objet, par exemple un objet qui a 3500 Kelvin, on reviendra après sur les Kelvin, un objet qui a 3500 Kelvin va être beaucoup rayonnant, donc il va pas beaucoup émettre de rayonnement et il va émettre surtout dans le rouge. C'est ce qu'on a vu l'année dernière. On a vu l'année dernière que plus un objet était chaud, plus il était bleu, plus un objet était froid, plus il tirait vers le... Pardon, plus il est froid, plus il tire vers le rouge. Et donc, on voit que grâce aux détecteurs plus précis, plus on chauffe, plus le rayonnement est important, donc plus la courbe monte, et surtout plus la courbe se décale un petit peu vers le violet. Donc on voit qu'un objet très chaud, il va avoir une longueur d'onde maximale émise, c'est-à-dire le maximum de couleurs sera dans le bleu. Un peu moins chaud, le maximum de couleurs sera dans le jaune orangé, etc. D'accord? Il faut attendre 1893, donc 9 ans après Boltzmann, que Wilhelm Wien arrive à déterminer une loi. Et cette loi, en fait, c'est la suivante. Lambda max fois la température en Kelvin, ça vous donne une constante. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire, on va prendre ici le maximum de la fréquence émise et on la multiplie par la température de l'objet, on obtient une constante. Donc en gros, il détermine, Wien, une loi qui dit que si on arrive à déterminer la longueur d'onde maximale émise par un corps, par exemple un bout de charbon qui est en train de chauffer, regardez vous mettez ça dans un spectre, vous déterminez la longueur d'onde maximale, donc la couleur la plus présente dans la lumière que vous recevez. Et grâce à ça, on peut déterminer la température en Kelvin du morceau de charbon, par exemple. Ensuite, en 1900, Planck, lui, il arrive en fait à améliorer le truc. Il explique une formule théorique qui explique le spectre thermique. Donc, il part d'un corps idéal. Donc, il imagine un objet hypothétique, un objet qui n'existe pas, mais qui serait un truc noir, qui émet un rayonnement électromagnétique, mais qui n'est pas de lumière. Bref, ce qu'il appelle le corps noir. On va pas rentrer dans le détail, mais il arrive en fait à améliorer Planck, il a amélioré l'explication de tout ça. Il y a un petit lien avec la mécanique quantique qui viendra après. Après, en 1910, les progrès instrumentaux démontrent que les lois de Planck, de Wien et de Stefan donnent définitivement la même valeur de la température de la surface du Soleil. En fait, jusqu'à maintenant, les trois lois étaient, au début, c'est des lois un peu expérimentales pour les deux premières, pour Stefan et Boltzmann. Wien, c'est une loi un peu expérimentale aussi. Planck, lui, c'est un truc plus théorique. Et en fait, on se rend compte, après 1910, en améliorant les mesures, que les trois, en fait, c'est la même chose. C'est la même loi. En fait, c'est les mêmes résultats à la fin. Donc, c'est pour le côté historique. Alors, on va répondre aux questions. On va faire comme ça. Bureau, je vais figer le truc là.
Tac. Voilà. Ah, bah, il a carrément fait une copie du truc. C'est vachement bien, tiens. Alors, nommé le premier physicien à déterminer la température du Soleil. A-t-il obtenu un résultat précis? Donc, le premier, c'est Stéphan, en 1879. Est-ce que c'était précis? Bah, entre 6000 et 11000, c'est pas une méga précision, quoi. D'accord? C'est entre les deux. Ah, j'ai oublié de faire, oui. Avant que j'oublie, je vais faire une petite aparté sur les températures en Kelvin. Qu'est-ce que c'est qu'une température? En fait, la température, c'est en gros la mesure de l'agitation des molécules. Si vous avez des molécules qui sont dans l'air, par exemple du gaz, les molécules, elles vont bouger. Plus il va faire chaud, plus elles vont bouger. Alors, elles vont bouger un peu dans tous les sens, d'accord? Elles vont aller dans tous les sens. Et plus il fait chaud, plus elles bougent. Donc, plus vous allez faire chauffer une molécule, du gaz, plus ces molécules vont se déplacer rapidement. Si on réfléchit à l'inverse, moins on fait chauffer, moins les molécules bougent. Et finalement, la température la plus basse qu'on puisse atteindre, c'est la température pour laquelle ça ne bouge plus. Et cette température pour laquelle ça ne bouge plus, si on la mesure en degrés Celsius, on trouve moins 273,15 degrés Celsius. On ne peut pas descendre plus bas dans l'univers. Parce qu'on ne peut pas moins bouger que pas bouger. Donc du coup, les physiciens utilisent cette échelle-là et définissent une nouvelle échelle, et cette échelle, c'est l'échelle en Kelvin. Et donc, moins 273, c'est 0 Kelvin, c'est la température la plus basse. Alors pourquoi est-ce qu'on a, entre guillemets, inventé cette formule-là, cette unité-là? Simplement parce que dans les calculs, on ne peut pas avoir des négatifs. Imaginez si on a un calcul d'énergie qui dépend de la température et qu'on calcule en Celsius, on va se retrouver avec des énergies négatives. Imaginons qu'il fait moins 20, il y a quand même de l'énergie thermique à moins 20. Eh ben, ça voudrait dire qu'on aurait une énergie négative. Donc, c'est pas possible. Donc, il a fallu qu'on invente une échelle. Alors, l'échelle Kelvin, en fait, c'est juste un décalage vers le bas. 0 Kelvin, ça correspond à moins 273,15 Celsius. Donc, en Kelvin et en Celsius. Donc, quand vous êtes à 0 Kelvin, vous êtes à moins 273,15 Celsius. Donc, à 0, par exemple, degrés Celsius, vous êtes à 273,15 Kelvin. On ne dit pas degrés Kelvin, on dit Kelvin. Par exemple, là, dans la pièce, il fait 20 degrés. Ça veut dire qu'actuellement, il fait 293,15 Kelvin. Donc, on voit qu'on n'a pas été trop con. On a augmenté, à chaque fois, quand vous augmentez de 1 Kelvin, ça revient à augmenter de 1 degré. D'accord? Donc, pour le coup, c'est plutôt pratique. Alors, il existe une autre unité, qui est le Fahrenheit, qui est utilisée en anglais, surtout en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Une unité complètement con, qui repose sur des choses tellement cons, je vois pas pourquoi on continue à l'utiliser encore. Alors, pour vous donner l'explication, le 0 degré Fahrenheit, ça correspond à la température la plus basse enregistrée dans je sais plus quelle ville, dans je sais plus quel hiver. Donc c'est un truc qu'on peut pas reproduire, d'accord? Et le 100 degrés Fahrenheit, c'est la température du sang d'un cheval vivant. Donc pareil, c'est un truc qu'on peut pas reproduire à 100%, parce qu'un cheval, ça dépend le cheval, ça dépend s'il a de la fièvre, ça dépend plein de choses. Donc, globalement, les Anglais reposent sur une échelle qui est complètement fantaisiste, qui repose sur des choses complètement cons. Nous, encore, le Celsius, on peut dire 0 degré Celsius, c'est la température à laquelle l'eau gèle à pression ambiante. Et 100 Celsius, c'est la température à laquelle l'eau bout à pression ambiante. Donc c'est un truc qu'on peut reproduire en laboratoire éventuellement. On va faire une nouvelle échelle. Vérifier l'échelle. Alors là, reproduire la température la plus froide qui a été marquée dans je sais plus quel pays, c'est complètement con. Je vous laisse regarder, il y a une vidéo intéressante là-dessus sur De y penser qui explique justement cette histoire d'échelle Fahrenheit. Le degré Fahrenheit, en plus, la transition, vous augmentez de 1 Celsius, c'est pas la même chose que d'augmenter d'1 Fahrenheit. Et en fait, pour passer des Fahrenheit au Celsius, il faut ajouter un chiffre en plus multiplier par un chiffre. Donc c'est vraiment une unité, mais vraiment complètement bordélique, qui ne sert à rien à part aux Anglais. Et du coup, dans les calculs, on l'utilise jamais. Donc les Anglais et les Américains nous emmerdent avec les miles et les Fahrenheit,
Il y a qu'eux qui comptent en Fahrenheit et en miles. Mais c'est qu'ils ont une habitude. Voilà, j'espère qu'un jour ils changeront d'habitude parce que clairement c'est pas un truc utile et c'est un truc qui repose sur des trucs complètement cons. Voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule, mais bon, c'est leur problème à eux, c'est pas leur souci. Alors, pas d'autres questions. En attendant, on continue la correction. Pas impossible, ouais. Il y a eu plein de problèmes avec les températures Fahrenheit. Enfin, et les Anglais ils nous emmerdent avec leurs trucs. Pareil, ils ont craché. Pour les miles, ils avaient craché une sonde sur Mars parce que ils avaient compté en miles et pas en kilomètres, enfin pas en mètres. Mais donc voilà, c'est une histoire d'habitude. Il faut vraiment qu'ils y passent, par exemple, aux États-Unis, ils avaient décidé de faire une route en kilomètres, la seule route aux États-Unis qui est en kilomètres. C'était pour essayer d'habituer les Américains au changement. Et là, ils reviennent en marche arrière, ils la remettent en miles. Au fur et à mesure, ils laissent les panneaux, mais quand les panneaux seront abîmés, ils changeront les panneaux pour remettre en miles. Alors pourquoi? Bah parce que c'est des cons, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il y a un moment, ils sont complètement cons, c'est une histoire d'habitude aussi, hein. C'est sûr que si nous, d'un coup, du jour au lendemain, on vous dit, bah, on change complètement les kilomètres, on veut mettre une autre unité, sur les panneaux, ça va perturber beaucoup les gens. Pareil, si on vous met la météo en Kelvin, les gens, ils vont paniquer, par exemple. C'est le même problème pour les Américains. Parce qu'eux, ils sont un peu têtus, ils veulent pas changer d'idée. Bref. On en revient à notre exo. Donc maintenant, deuxième question, de quelle grandeur dépend la longueur d'onde lambda max? Les lambda max, ça dépend d'une seule chose, ça dépend de la température. Uniquement de ça. Donc plus la température est élevée, plus lambda max va être petit. Il faut attirer vers le violet. Je vous rappelle que le violet, c'est les petites longueurs d'onde. Et le rouge, c'est plutôt les grandes longueurs d'onde. Je parle dans le visible. Mais en réalité, le soleil, il émet pas que du visible. Il émet des ultraviolets, des infrarouges. Je n'ai pas regardé s'il y avait des autres gens qui attendaient. Non, c'est bon. Ah. On continue, donc recopier et compléter le tableau suivant en utilisant le spectre thermique du document 1. Donc le document 1, il est où? Je l'ai fermé? Non, non, il est là. Alors, ici le document 1, il est là. Donc on va utiliser ce spectre-là, on va regarder les longueurs d'onde. Donc si on regarde la longueur d'onde maximale pour 3500, moi j'avais repéré 850. D'accord? Donc alors, attention, on vous demande en mètres. D'accord? Attention. Et nous, dans le graphique, on l'a en nanomètres. Donc je prends l'exemple pour le premier, on a 850 nanomètres. Ça nous donne donc 850 fois 10 puissance moins 9 mètres, soit 8,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc ici, en mètres, ça fait 8,5 10 puissance moins 7. 4000, on est ici, on a à peu près une longueur d'onde, donc 5, 600, 700, ouais, 700, allez, 800 on va dire, pour simplifier. 8, 10 puissance moins 7. Bon, c'est pas méga précis, hein. Pour le 4500, on est à peu près à 5, 6, ouais, à peu près à 600. 6, 10 puissance moins 7. Pour le 5000, on est, ah non, on était peut-être au-dessus, pardon. On était à 700 là, et là on est à 600. D'accord, donc là on est à 650, 600. Faut le faire un peu plus précisément, mais bon, on verra après. Et le dernier, le lambda max, on est autour de 500. Donc 5, 10 puissance moins 7. Le truc, c'est que la loi de Stéphan, elle est, je ne vais pas de la loi de Stéphan, la loi de Wien, elle nous dit que lambda max, celle qui était dans le document 1, fois t égale une constante. Alors, la constante, elle vaut 2,9 10-3, mais ça, on s'en fout, je vous la donnerai toujours. Donc, sinon, on veut tracer un graphique. En fait, il faut qu'on trace lambda max en fonction de, vu que le t passe en dessous, on va avoir 1 sur t. Donc du coup, on va calculer 1 sur t, sauf que là, on a t. Donc pour calculer 1 sur t, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez votre calculatrice et vous faites 1 divisé par 3500. Donc on y va, 1 divisé par 3500. Aïe, on va y arriver. Et on trouve 2,9, 10 puissance moins 4. Donc là, 2,9 fois 10 puissance moins 4. Et on continue, on fait pareil pour les autres.
1 sur 4000, donc 2, 5, 10 moins 4. 1 sur 4500, ça fait du 2, 2, 10 moins 4. 2, 22, 10 moins 4. 1 sur 5000, ça fait du 2, 10 moins 4. Et 1 sur 6000, on va trouver 1, 6, 10 moins 4. Donc là, on a 1 sur t, on a lambda max, donc on a ça, donc on a notre y, si vous voulez, en maths. On a 1 sur t qui va être notre x, et donc on vous demande de vérifier que c'est proportionnel. Donc la meilleure façon de vérifier que c'est proportionnel, c'est de tracer la droite. Et vu qu'on a une droite du type y égale, ici ce truc-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur petit a, vous l'avez vu en maths, y égale ax. Donc on a une droite du type y égale ax. Donc si on trace lambda max est 1 sur t, on va avoir une droite qui passe par 0. Et donc, le coefficient directeur sera petit a. Et petit a, normalement, si on se débrouille bien, on doit retrouver 2, 9, 10, moins 3. Donc, le mieux pour faire ça, c'est de le faire avec Excel. Je vérifie qu'il n'y a plus personne en liste d'attente. C'est bon. Donc là, je vais le faire avec Excel. Donc, j'ai déjà mis les valeurs. Alors, est-ce que j'ai mis les valeurs? Les mêmes valeurs qu'on avait retrouvées. Donc, j'avais mis 2,85. 8500. Alors, j'avais mis quoi, moi? 1 sur t, alors il nous a mis dans l'autre sens. 1 sur t, ouais, j'ai mis 8,5, 8. Alors j'avais mis 8 là. On va remettre 8. Ici, j'avais mis 6,5, c'est bon. 6, 5, 1,66. Donc là, ça va pas changer. Donc je vais pouvoir tracer le graphique. Donc là, pour tracer le graphique avec Excel, vous faites ici, insertion, image de points. Vous tracez votre graphique. Et là, vous avez vos points. Alors, si on l'avait fait très précisément, les points seraient tous alignés. Mais nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir les coordonnées de l'équation. Alors, pour avoir les coordonnées de l'équation, ici, vous cliquez droit sur les points. Vous faites ajouter une courbe de tendance. Donc là, forcément, c'est quelque chose de linéaire, d'accord? Et on peut lui-même lui demander qu'il affiche l'équation du graphique. Et là, l'équation du graphique, la voilà. On va la mettre en plus gros pour que vous la voyez bien. Alors, ici, tac, tac, tac. Oui, je vais y arriver. C'est là. Équation de graphique, elle nous donne une équation de droite qui est du type y égale ax plus b. Mais si on regarde le b, c'est un truc tout petit, de l'ordre des 10 puissance moins 8. En fait, on est très 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 près de 0. Donc en fait, c'est comme si on mettrait, voilà. Et donc on trouve 0,031 avec des mesures pas trop terribles. Si je les avais fait un peu précisément, on trouvait 0,030. Et donc, finalement, 0,030, 0,30, par rapport à 2, 9, 10, moins 3, on est presque à côté, puisque 2, 9, 10, moins 3, pour rappel, ça fait ça. Donc en fait, on a bien retrouvé la même valeur. Le coefficient directeur de la droite, c'est bien le coefficient directeur de la loi de Wien. Oui. Ici, on a bien, en fait, le y correspondait à lambda max. Ici, le x correspond à 1 sur t. Et du coup, on a bien lambda max égale environ 3 10 puissance moins 3 fois 1 sur t. Et du coup, on retrouve bien la loi de Wien. Parce que si on balance ça de l'autre côté, on a bien du lambda max fois t égale à 3, 10 moins 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Wien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde avait fait ça? Ok. Question là-dessus? On continue? C'était des... Voilà. C'est voilà, tracer le graphique, etc. C'est pas forcément évident, surtout si vous faites pas SPMAT, mais pour ceux qui font SPMAT, etc., normalement, ça doit être du pipi de chat, on va dire. Ensuite, document 2. Donc en fait, voilà, les températures du soleil, on vous explique que jusqu'à ces dernières années, la question de température du soleil était restée pour ainsi dire sans solution. Les écrits des astronomes sont imprécis, etc. On vous dit que les températures dans certains astronomes et d'autres astronomes, c'est entre 1400 et 5 millions de degrés. En fait, le problème, c'est que
on n'a pas déterminé la température par des choses différentes. Par exemple, si vous demandez à un physicien nucléaire de vous donner la température du Soleil, il va vous dire bah, il faut qu'il y ait une réaction nucléaire au centre du Soleil, etc. Il va vous dire l'énergie qu'il faut pour faire telle réaction de fusion, il va vous trouver l'énergie au centre du Soleil. Donc c'est comme ça qu'on sait à peu près la température du centre du Soleil. On sait qu'il faut telle énergie pour faire une fusion. Le physicien qui va regarder depuis son télescope, etc., il va pas forcément avoir la même précision qu'un télescope spatial, etc. Donc avec les précisions qu'on a, la température qu'on détermine, elle n'est pas forcément identique. Donc c'est très compliqué de regarder les températures. Et donc pour pallier à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé dans l'ISS un instrument qui permet de regarder le Soleil. Alors, on n'a pas que dans l'ISS, il y a un satellite extrêmement connu, est-ce que quelqu'un connaît son nom, qui a été envoyé uniquement pour regarder le Soleil. Et c'est un satellite européen. Ça vous dit quelque chose? Un satellite qui a fait plein de photos du Soleil, qui est plutôt connu. Le nom d'une marque d'alcool aussi. Non? Personne? Et donc c'est So. Vodka tout de suite. Non, c'est So. Voilà, So. Le So, c'est de l'alcool à la litchi. Donc So, c'est un satellite qui a été envoyé. Il ne fait que le Soleil. Alors, ceux qui m'ont eu l'année dernière, on avait fait des calculs en secondes sur les points de Lagrange. L'intérêt des points de Lagrange, c'est les points qui tournent avec la Terre. Et l'intérêt, c'est que ce haut, en fait, il a toujours la Terre dans le dos. Il est toujours face au Soleil. Donc la Terre le gêne jamais. Donc ce haut, il regarde tout le temps, toute l'année, vers le Soleil. Donc il nous envoie plein de photos, plein d'infos sur le Soleil. Alors ce haut, si vous voulez voir la tronche qu'il a, hop. Voilà, si vous tapez SO sur Internet, normalement le premier truc qui sont, alors c'est un quartier aussi effectivement, mais sonde. Voilà, sonde, voilà, ça c'est la sonde SO qui est envoyée. Et voilà le type de photo qu'elle envoie le soleil, qu'elle envoie du soleil. Alors, on va regarder. Je sais pas si les photos du soleil. Donc en fait, SO au centre comme le soleil est très brillant, il peut cacher en fait le centre du soleil pour voir les éruptions. Donc là, on voit l'éruption du soleil. Quelque chose qu'on peut pas voir à l'œil nu. D'accord? Et donc SO, il nous permet de faire des mesures, voilà, et le type de rayonnement. Donc imaginez, ça c'est la taille du soleil. Donc là, il y a des rayonnements qui sont bien plus grands que le Soleil, des expulsions de matière qui sont monumentales. Et donc, SO, il nous renseigne quand il y a par exemple, des explosions qui sont importantes, qui peuvent abîmer nos satellites. Quand il voit par exemple qu'il y a une explosion importante au niveau du Soleil, il y a une grosse gerbe de matière qui va arriver, ça nous laisse quelques minutes pour réagir. Et du coup, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils mettent les satellites en sécurité. Ils les mettent en mode, ils les retournent et puis ils ferment tous les panneaux pour éviter de prendre trop de rayonnement. Donc on arrive à faire ça. Bon, des fois c'est pas suffisant, ça peut abîmer les satellites, mais voilà. Donc, grâce à ça, on peut savoir en gros les, euh, les prochaines éruptions qu'il va y avoir. Alors donc j'en reviens à notre ISS. Donc sur l'ISS, on a mis un instrument, le Solar Sol Spec, qui permet en fait de regarder le spectre du solaire de manière très précise. Et donc, on va regarder le spectre du Soleil entre 165 nanomètres et 3000 nanomètres. C'est-à-dire qu'on va regarder entre 165, pardon, c'est dans les ultraviolets, et on va aller jusqu'à l'infrarouge. On va regarder plus que l'œil, que nous, notre œil, on est capable de voir entre 400 et 800. Et, le spectre-là, nous, on va le tracer entre justement 150 3000. Donc on va aller bien plus loin que le spectre de la lumière qu'on est capable de voir. Nous, en gros, on voit que la partie là, entre 400 et 800, et on va aller regarder un peu plus loin. Et donc quand on regarde ça, on observe qu'on a un pic, on a un spectre qui ressemble à ça avec plein de pics qui descendent vers le bas. Alors, on va pas rentrer dans le détail des pics pour le moment, on reviendra dessus un peu plus tard dans l'année, le chapitre, enfin juste après. On va pas en parler tout de suite. Et le problème, alors je vais juste faire un imprimé écran du graphique, qu'on puisse faire notre revue de mesure. En fait, on va pas regarder les pics, on regardera ça plus tard, je vous ai dit, pour savoir en fait quelle est la composition du Soleil. Donc les pics vont nous renseigner sur la composition du Soleil, mais nous ce qui nous intéresse c'est la température du Soleil pour le moment. Alors, on regardera ça après. On va déjà regarder la question qui vous demande. Donc la première question qu'on vous demande c'est
quelle raison les astronomes évaluaient-ils avec si peu de précision la température du Soleil au XIXe siècle? La raison principale, c'était quoi? C'était que déjà, il manquait de précision, ça c'est sûr, mais surtout, l'atmosphère perturbe les mesures. Parce que l'atmosphère, en fait, il va absorber une partie des rayons solaires. Et donc, selon l'endroit où vous êtes, selon l'épaisseur de l'atmosphère, selon les nuages, selon plein de choses, en fait, ça peut perturber la mesure. Donc, pour quelle raison les astronomes évaluaient si peu la précision du Soleil au 19e siècle, avec si peu de précision? Eh ben, euh, c'était surtout à cause de l'atmosphère. De l'atmosphère. Et puis ensuite, des instruments. Ces instruments n'étaient pas précis. Et puis surtout, on n'avait aucune connaissance du fonctionnement. On ne connaissait pas ce que c'était la fusion, etc. N'était pas connu à l'époque. Donc du coup, vu que la fusion, etc. n'était pas connue, bah, c'est très compliqué d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, et du coup de comprendre qu'en fait, on n'a pas la même température au centre qu'en surface. Le Soleil est bien plus complexe que ça. C'est pas juste une boule qui brûle de toutes les températures. C'est très complexe en fonction de la profondeur dans le Soleil. Donc question 6 maintenant. Pourquoi le spectre thermique du Soleil enregistré depuis la station internationale est-il pris comme référence? Bah, tout simplement parce qu'il y a zéro perturbation. C'est le signal pur. Il n'y a pas d'absorption liée à l'atmosphère terrestre, etc. Il n'y a pas de déviation de rayons lumineux, il n'y a pas de modification des longueurs d'onde, etc. Donc il y a zéro perturbation, c'est parfait. C'est vraiment la mesure parfaite qu'on puisse faire parce qu'il y a entre le Soleil et la station internationale, il n'y a rien. À part quelques ondes, enfin une protection électromagnétique avec la ceinture de Van Allen, etc. Il n'y a rien d'autre qui nous protège. Donc le Soleil, en fait, son rayonnement qui nous perçoit dans l'espace n'est pas le même que sur Terre. Le Soleil sur Terre nous paraît un peu jaune, et en fait, en réalité, il est plutôt blanc. Si vous regardez dans l'espace, le Soleil, il est plutôt blanc. Que nous, on voit plutôt le Soleil jaune, à cause de l'atmosphère. En réalité, il est blanc. Il n'est pas tout à fait la même couleur. Donc maintenant, montrer en appliquant la loi de Wien que la température de la surface du Soleil est de 5800 Kelvin. Pour faire ça, il faut essayer de choper la température maximale. Donc on voit que le maximum ici se situe à peu près ici, le maximum, et si on regarde en bas, on est à 500 nanomètres. Donc lambda max égale 500 nanomètres. Donc, on va appliquer la loi de Wien, toujours la même. Donc la loi de Wien, elle nous dit que lambda max, donc celle-là, elle sera donnée, la loi de Wien, dans le cours, fois la température, attention, la température doit toujours être en Kelvin, ça est égal à 2,9 fois 10 puissance moins 3. Donc là, on a ça, et on cherche ça. Donc pour y arriver, on va faire T égale à 2,9 fois 10 puissance moins 3. Et attention, lambda max, il doit être en mètres sur lambda max. Donc ça nous fait du 2,9 fois, fois 10 puissance moins 3. Alors, attendez, je vais effacer, je vais remonter au-dessus. Je vais le faire là. Donc je vais te coincer. Hop là. On va mettre ici. Toc. Donc ça fait T en Kelvin est égal à 2,9 fois 10 puissance moins 3 sur lambda max en mètres. Et donc en mètres, 500 nanomètres, ça fait 500 fois 10 puissance moins 9. Donc ça fait en fait 5 10 puissance moins 7. Et donc on va trouver, si vous faites le calcul, 5800 Kelvin. Et donc ça, c'est la température, mais de surface, parce que nous, ce qu'on voit, c'est le bord du Soleil. On ne voit pas l'intérieur du Soleil. Donc là, c'est la température de surface en Kelvin du Soleil. Donc en Celsius, ça fait environ, pour arrondir, hein, puisque on est 5800, c'est pas très précis, ça fait en gros, moins 300, ça fait à peu près 5500 degrés Celsius. Bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est un peu plus chaud que votre four à la maison, mais voilà. Donc on a des questions là-dessus. De toute façon, on revient dessus en classe entière, hein. On revient dessus en classe entière. Alors, vous voulez que j'en mette peut-être le truc? On revient dessus en classe entière. On se revoit la semaine prochaine. On reprendra ça, on réexpliquera ça tranquillement pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours ou qui n'ont pas vu la vidéo. Et on avancera un petit peu. Ouais?
vous voyez que finalement, juste en regardant le soleil, on peut trouver sa température. Vous verrez que juste en regardant les pics, on peut aussi trouver sa composition au pourcent près. Donc, le seul renseignement qu'on ait, quand on regarde une étoile, le seul renseignement qu'on ait, c'est la lumière qui nous parvient. Et donc, grâce à la lumière, on peut déterminer beaucoup de choses. Et par exemple, vous pouvez même déterminer la vitesse avec laquelle l'étoile s'éloigne de nous. On peut même trouver la vitesse à laquelle l'étoile tourne sur elle-même, juste en regardant en regardant la lumière. Donc, on peut trouver beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est un grand domaine de l'astronomie. En fait, les astronomes, ils passent leur temps à regarder la lumière et à étudier qu'elle nous apprend des choses sur la température, etc. des étoiles. En fait, la loi de Wien, alors, très rapidement, la loi de Wien, pas bien compliqué, elle dit que lorsque tu fais chauffer un morceau de charbon, imaginons que tu prennes une brique de charbon, tu la fais chauffer, plus elle va être chaude, plus elle va émettre de lumière. Et plus elle va être chaude, plus elle va tirer vers le bleu. On l'avait vu l'année dernière. La loi de Wien a dit qu'en fait, si tu prends un objet froid, il va pas émettre beaucoup de lumière, il va émettre une longueur d'onde qui est plutôt longue, c'est-à-dire dans le rouge. Et plus cet objet va être chaud, plus il va émettre beaucoup de lumière, et plus la longueur d'onde elle va tirer vers le bleu. Et ben, la loi de Wien, en fait, c'est une loi qui va relier tous les maxima de toutes les températures. Tu prends le maximum là, etc., etc., etc. Et la loi de Wien, elle nous dit tout simplement que si tu as la longueur d'onde maximale, c'est-à-dire la couleur la plus présente dans la lumière que tu reçois d'un objet, et que tu la multiplies par la température de cet objet, tu auras une constante. Donc, exemple, le soleil. On a vu que le soleil, lorsqu'on trace son spectre, en fait, il émet plein de couleurs, mais en majorité, il émet une longueur d'onde maximale autour de 500 nanomètres. Et comme on sait qu'il émet 500 nanomètres, on n'a plus qu'à rentrer dans la formule. On multiplie, on peut déterminer la température du soleil en fonction de la longueur d'onde. En gros, la loi de Wien, elle dit tout simplement qu'il y a un lien entre température et longueur d'onde. C'est-à-dire entre couleurs. Il y a un lien entre température et couleur. C'est juste ça. Donc, plus un objet est chaud, plus il va tirer vers le bleu. Et ça, c'est la loi de Wien qui le dit. Mais sinon, on reviendra dessus, hein, vous inquiétez pas, on reviendra dessus en classe entière. Vraiment, ça va pas. Parce que c'est un peu plus clair, Anna, pour toi. Ok. Les autres, des questions? Donc là, pour l'instant, on a juste terminé la température du soleil en regardant sa lumière. Et après, on ira un petit peu plus loin, on va regarder la composition, etc. Alors aussi de l'énergie, d'ailleurs, d'où vient l'énergie, etc., etc. On va faire un petit calcul là-dessus. Ouais? Pas de questions? On s'arrête là-dessus? Donc on se revoit pour certains vendredi, on se revoit pour d'autres mardi ou mercredi. Et puis en attendant, je vous laisse pas de boulot parce qu'on a déjà fait ça, on n'est pas en retard, donc on se revoit en cours, en classe entière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Gardez, notez-les dans un coin, puis on y répondra en classe entière. En classe entière, on corrigera les sujets, etc. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir.